Hey, on m'a dit que mon fils avait une intelligence musicale. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis une visuelle. Faut que je le voie pour comprendre. Moi, je suis une artiste. Il paraît que j'utilise plus mon cerveau droit. Hey, c'est vrai que c'est notre cerveau reptilien qui nous rend impulsifs? Moi, j'aimerais savoir si c'est vrai qu'on utilise seulement 10 de notre cerveau. Les mythes et les idées reçues sur le cerveau humain sont bien ancrés dans la culture populaire et révèlent à quel point nous comprenons mal cet organe si complexe. Ils démontrent aussi que nos connaissances n'ont pas toujours suivi le rythme des immenses progrès faits par la science au cours des dernières décennies de recherche sur le cerveau. Aujourd'hui, nous démystifierons certains mythes répandus sur cet organe complexe. Préparez-vous à remettre en question ce que vous pensiez savoir sur votre cerveau. Bonjour, ici Ève Baudin et bienvenue au Détecteur de rumeurs. Aujourd'hui, avec ma collègue Kathleen Couillard, on va déboulonner plusieurs croyances sur notre cerveau. Merci d'être là, Kathleen. Ça me fait plaisir. On va commencer par un des mythes les plus courants sur le cerveau, c'est celui selon lequel on utiliserait seulement 10 de notre cerveau. D'où ça vient, cette croyance? Bien, en fait, on ne sait pas trop. Certaines personnes l'attribuent à Einstein, mais en fait, ça, on sait que c'est faux. En fait, l'hypothèse la plus probable, c'est que ça date des années 1890. Donc, deux psychologues de Harvard étudiaient les surdoués et ils ont émis l'hypothèse qu'une personne normale utilise seulement une fraction de son cerveau. Et donc, un de ces deux psychologues-là a publié l'hypothèse dans la revue Science en 1907. Mais c'est devenu vraiment populaire dans les années 1930 lorsqu'un autre Américain, Lowell Thomas, en a parlé dans le prologue d'un livre. Et c'est la première fois que quelqu'un parlait spécifiquement là, du fameux 10 Mais il faut dire qu'à l'époque, là, les scientifiques n'avaient pas vraiment de façon de mesurer avec précision l'activité des différentes zones du cerveau. Donc, c'est normal un peu qu'ils émettaient toutes sortes d'hypothèses. Sans pouvoir les vérifier, en effet. Encore aujourd'hui, ça reste une idée populaire. Oui, bien, on a par exemple les amateurs de phénomènes paranormaux qui aiment bien cette idée-là que les personnes qui ont des pouvoirs là, surnaturels, bien, en fait, c'est parce qu'ils utilisent là, 100% de leur cerveau. On l'a vu aussi dans certains films de science-fiction comme Lucy, qui est sorti en 2014 et qui mettait en vedette Scarlett Johansson. Et puis, bien sûr, c'est populaire en psychopop, là, où on fait croire aux gens que s'ils achètent tel livre ou s'ils s'exercent à telle méthode, bien, ils vont pouvoir vraiment développer tout leur potentiel. Oui, ils augmentent leur capacité cérébrale. Maintenant, on sait que cette croyance n'a aucune base scientifique. Oui, bien maintenant, on a des techniques comme l'imagerie par résonance magnétique qui permet vraiment de voir l'activité du cerveau. Et puis, ça a montré très clairement que toutes les régions du cerveau s'activent à un moment ou à un autre. Et même lors d'une tâche très simple, il va y avoir plusieurs zones qui s'activent en même temps. Une autre preuve, c'est quand on regarde l'impact des traumatismes crâniens. Si vraiment on utilisait seulement 10 de notre cerveau, ben les impacts seraient pas si graves que ça. On sait très bien que c'est pas du tout le cas. En effet. Et ça serait aussi, on pourrait dire, un petit peu de gaspillage d'avoir un cerveau aussi volumineux, mais d'en utiliser une aussi petite partie. Oui, exact. Le cerveau consomme vraiment beaucoup d'énergie. Jusqu'à 20 de l'apport en oxygène et en éléments nutritifs. Et ça, même si le cerveau, c'est juste 2 du poids de notre corps. Donc, vraiment, ça serait très énergivore d'alimenter autant de neurones qui servent à rien. C'est ça. Et donc, avec le temps, là, la sélection naturelle aurait privilégié les individus qui ont des petits cerveaux, si c'était le cas. Donc, en résumé, on utilise bel et bien 100 de notre cerveau. Un autre mythe courant concerne le cerveau reptilien qui serait la partie la plus primitive de notre cerveau, la plus ancienne si on se fie à la croyance populaire. Oui, bien, il y a cette idée là qu'on aurait des structures là, très profondes au centre de notre cerveau qui font ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Et ça dirigerait les réactions instinctives ou primitives, là, comme l'agressivité ou la peur. Et puis, qu'il y aurait un autre cerveau qu'on appelle le cerveau limbique qui, lui, serait plutôt responsable des émotions et que finalement, les êtres humains, parce qu'ils sont très intelligents, auraient développé un néocortex qui, lui, est le siège là, de la raison.
Et donc, cette idée-là, en fait, c'est une théorie qui s'appelle le cerveau triunique et qui a été développée par Paul MacLean en 1949. Donc, c'est un médecin qui étudiait des patients qui souffraient de maladies psychosomatiques et d'épilepsie. Et selon lui, les maladies que ces patients-là expérimentaient, c'était dû à vraiment des structures profondes du cerveau. Donc, il a d'abord parlé du cerveau limbique, ensuite du cerveau reptilien, et puis le néocortex qu'il a ajouté plus tard. Et selon la théorie de MacLean, ce sont 3 cerveaux qui agiraient vraiment de façon indépendante pour contrôler différents aspects de notre vie. Là. Donc, ce chercheur, il expliquait l'apparition des 3 cerveaux chez les humains de quelle façon? En fait, selon lui, c'était vraiment le produit de l'évolution. Là. Ça serait vraiment comme une addition qui se fait. Donc, au départ, on a le cerveau reptilien. Par la suite, le cerveau limbique apparaît, puis le cerveau reptilien se retrouve enfoui sous le cerveau limbique. Et puis, éventuellement, le néocortex se développe sur le cerveau limbique. Donc, c'est vraiment comme 3 couches successives qui seraient apparues avec l'évolution. Et pourquoi on parle d'un neuromythe? C'est vraiment une simplification excessive. L'évolution ne suit pas une progression linéaire où il y a des nouvelles parties qui sont ajoutées par-dessus les anciennes. En fait, les structures qui existent déjà vont être modifiées graduellement pour évoluer vers quelque chose de différent. Et les fonctions du cerveau ne sont pas confinées dans des zones très délimitées. Là. Par exemple, lorsqu'on a une réponse émotionnelle, il va y avoir aussi de l'activité dans le tronc cérébral qui est traditionnellement associé au cerveau reptilien et dans le cortex également. Donc, c'est pas une hiérarchie simple comme MacLean aimait l'expliquer. Pourquoi ça reste populaire à ce moment-là, cette théorie? D'abord, c'est que c'est simple et aussi c'est un peu conforme à nos expériences de vie. Là. Ça nous arrive tous un jour ou l'autre d'avoir nos instincts qui entrent en conflit avec nos émotions ou notre raison. Ça offre un bagage neurologique pour expliquer les concepts de Freud, en particulier le moi, le surmoi et le ça. Donc, c'est un peu pour ça qu'on voit encore cette idée-là dans certains manuels de psychologie. Bon, alors on retient que notre cerveau n'a pas une zone primitive qui serait responsable à elle seule de nos réactions impulsives. Kathleen, passons maintenant aux théories sur les hémisphères de notre cerveau. On entend souvent dire que les personnes rationnelles utiliseraient davantage l'hémisphère gauche de leur cerveau, alors que les personnes qui sont créatives auraient plus souvent recours à l'hémisphère droit. D'où ça vient cette croyance? Ça date des années 1960. Donc, on a un médecin, Roger Sperry, qui fait des expériences sur des patients dont les 2 hémisphères du cerveau avaient été séparés pour soigner leur épilepsie. C'est quand même fou de penser à ça. Oui, donc c'est un traitement qui existait. Oui. Et donc, en travaillant avec ces patients-là, il remarque que l'hémisphère gauche semble être particulièrement spécialisé dans le langage, alors que l'hémisphère droit s'occuperait plutôt des fonctions émotionnelles et non verbales. Et donc, c'est des travaux super importants quand même parce que ça lui a valu le prix Nobel de médecine en 1981. Et il faut dire quand même qu'on ne parle pas de personnalité, disons, artistique ici, qui serait influencée par un côté dominant du cerveau. Non, effectivement. Roger Sperry parlait vraiment uniquement de spécialisation dans le cerveau pour certaines tâches, comme par exemple le langage chez l'être humain. Mais il faut dire que c'est un phénomène qui existe aussi chez les animaux, qui a été observé. Mais ça n'empêchera pas une professeure d'art dans les années 70, Betty Edwards, de populariser ce concept-là en associant cerveau droit et créativité. Et donc, ça perdure encore aujourd'hui. Là, on peut trouver plusieurs livres de croissance personnelle, des tests de personnalité, des thérapies qui sont toujours basés là-dessus. C'est elle qui a associé ça à la personnalité, dans le fond, là. Oui, c'est un livre là, dessiné avec votre cerveau droit. Ah oui, je me souviens, ma mère l'avait. Donc, on oublie notre cerveau droit qui serait le siège de la créativité. Cela dit, l'asymétrie du cerveau, c'est bien réel, ça? Oui, mais on n'a pas toujours été sûr de ça. Avant le 19e siècle, les médecins croyaient que tous les organes du corps étaient parfaitement symétriques et ça incluait le cerveau. Il va falloir attendre 1860. Le médecin français Paul Broca étudie, lui, des patients qui ont perdu la parole et ce qu'il remarque, c'est que c'est tous des patients qui ont eu des lésions dans l'hémisphère gauche de leur cerveau. Donc, c'est à partir de là que les scientifiques vont réaliser que le cerveau n'est pas du tout symétrique. Il y a des différences au niveau de la structure, mais aussi des fonctions, comme par exemple l'aire de Broca, qui est responsable du langage.
Elle est dans l'hémisphère gauche et elle est un peu plus grosse que sa région homologue dans l'hémisphère droit. Et il y a un peu plus tard, un chercheur allemand, Karl Wernicke, qui avait identifié, lui, une autre aire dans le lobe gauche et qui est essentielle aussi à la compréhension du langage. Oui, c'est intéressant parce qu'une lésion dans cette zone qu'il a identifiée, bien, ça cause justement l'aphasie de Wernicke. Et donc, les patients qui en sont atteints vont parler couramment, mais leur discours est complètement incompréhensible parce qu'ils vont mélanger des mots, créer des nouveaux mots ou avoir des difficultés là, vraiment à comprendre le langage. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment les recherches sur l'aphasie qui ont conduit à l'idée que l'hémisphère gauche joue un rôle dominant dans le traitement du langage chez la plupart des individus, là, en particulier chez les droitiers, c'est ça? Oui, absolument. Cela dit, c'est sûr que le langage, là, ça implique quand même une interaction dynamique entre les deux hémisphères. Là. Et est-ce qu'on a d'autres preuves de l'asymétrie de notre cerveau? Ben oui, tout simplement, on a juste à penser au fait que presque tout le monde a une préférence pour la main droite ou la main gauche. En fait, c'est ça qu'on appelle la latéralisation du cerveau et c'est un avantage évolutif parce que ça rend le cerveau beaucoup plus efficace. Mais est-ce que ça veut dire que certaines personnes peuvent avoir un côté du cerveau qui est dominant par rapport à l'autre? Ben non, les études l'ont démontré. Là, par exemple, on a des scientifiques qui ont analysé le cerveau de plus de 1000 personnes. Ils ont regardé l'activité du cerveau. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que c'était très, très similaire d'une personne à l'autre. Donc, il n'y a pas vraiment de gens avec un cerveau gauche très, très actif ou d'autres avec un cerveau droit qui est plus actif. Si on comparait des artistes et des mathématiciens, on verrait vraiment pas de différence. Ça serait quand même étrange de penser qu'on utilise seulement la moitié de notre cerveau, encore une fois. Oui, en effet, on utilise les deux côtés de notre cerveau presque en tout temps. Et même, par exemple, si on revient à la pensée créative, là, bien, on utilise un réseau de neurones qui est réparti partout dans le cerveau pour être créatif. Même chose pour le langage. L'hémisphère gauche va permettre de retrouver les mots, mais le droit va nous aider à reconnaître le ton, le rythme et l'accent. Et puis, ça s'applique aussi aux mathématiques. Donc, le gauche compte et se rappelle des tables de multiplication, alors que le droit est utilisé pour estimer les quantités. Et donc, même si un hémisphère peut être impliqué plus que l'autre dans certaines fonctions, comme le langage, bien, les êtres humains n'ont pas un hémisphère du cerveau dominant, comme le veut la croyance populaire. Un autre mythe que la posure, c'est l'idée selon laquelle certaines personnes sont visuelles alors que d'autres sont auditives. C'est une théorie proposée par un neurologue québécois, semble-t-il. Oui, en 1975, le neurologue québécois Raymond Lafontaine s'est basé sur ses observations cliniques pour diviser les gens en deux grands profils neurosensoriels, donc les auditifs et les visuels. Par la suite, en 79, il y a des auteurs américains qui ont repris le concept, mais en ajoutant le profil kinesthésique, donc des gens qui sont plus très à l'écoute là, de leur corps. Et ça, c'est un concept qui est devenu très populaire en éducation. Là, on présume que chaque profil aurait une façon différente d'apprendre, qu'il faudrait adapter l'enseignement à ces profils-là aussi. Oui, donc par exemple, un élève visuel, bien, on va lui présenter des pictogrammes, alors qu'un auditif, lui, va préférer une explication orale. Et puis là, les kinesthésiques, eux, auraient vraiment besoin de toucher et d'interagir avec leur environnement là, pour apprendre. Et est-ce que c'est toujours aussi populaire chez les enseignants? Oui, parce que selon cette théorie-là, bien, si l'enseignant adapte son enseignement au profil de l'élève, bien, l'élève va obtenir des meilleurs résultats académiques. Et selon une étude de 2020 qui a été réalisée auprès de 1500 éducateurs, il y a 89 % des éducateurs qui y croient et 80 % qui disent utiliser cette méthode-là. Ah oui, donc c'est encore très populaire. En même temps, c'est vrai, on a tous l'impression qu'on est plus visuel ou auditif. Est-ce qu'il y a des fondements scientifiques à ça ou pas du tout? Bien, selon les données scientifiques dont on dispose, c'est vrai que les élèves ont généralement une préférence pour un style d'apprentissage. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on leur demande, ils vont dire « Ah oui, moi je suis visuel, moi je suis auditif ou je suis kinesthésique ». Mais lorsqu'on essaie de valider leur réponse là, avec des tests un peu plus objectifs, bien, ça va fonctionner seulement dans 45 % des cas. En fait, il n'y a pas de consensus là, sur la meilleure façon d'identifier le style d'apprentissage d'un élève. Mais si, justement, on réussit à identifier le style d'apprentissage, est-ce que là, à ce moment-là, on peut voir des effets sur la réussite scolaire? Bien, c'est assez compliqué à prouver parce que ça prend vraiment plusieurs étapes. Donc, la première chose, c'est que les chercheurs doivent évaluer les élèves et identifier leur style d'apprentissage. Et ensuite, on va prendre chaque élève et on va les assigner au hasard à une méthode d'enseignement.
Donc, si la théorie fonctionne, ce qu'on devrait observer, c'est que les élèves qui ont reçu la méthode d'enseignement qui correspond à leur style, ils réussissent mieux. Mais malheureusement, il y a vraiment très peu d'études qui se donnent la peine là, de suivre ces étapes-là. Et celles qui l'ont fait, elles n'ont pas observé d'effets positifs. D'ailleurs, en 2017, il y a une lettre ouverte qui était signée par des professeurs de psychologie, de neurosciences et d'éducation qui insistaient là, sur le fait que c'est une théorie qui n'est pas démontrée et donc que c'est bien un neuromythe. Et est-ce que ça veut dire à ce moment-là que les enseignants ne devraient pas varier les styles d'enseignement? Non, pas exactement. C'est vrai que même si chaque personne est différente, ça ne veut pas dire qu'il faut un enseignement personnalisé à chacune pour qu'elle réussisse. Cela dit, on sait que les ondes visuelles, auditives et kinesthésiques sont très connectées entre elles là, dans le cerveau et c'est ce qui permet justement à notre cerveau de traiter l'information là, de façon optimale. Donc, c'est toujours bénéfique de varier les approches. Et puis aussi, il faut le dire, il y a certains formats qui sont mieux adaptés à certains contenus et ce, peu importe le style d'apprentissage préféré de l'élève. Par exemple, pour apprendre le tango, faut faire les pas, peu importe qu'on soit visuel ou auditif. Oui, en effet. Donc, on retient qu'il n'y a pas vraiment de fondement à l'éducation basée sur le style d'apprentissage et que par conséquent, il vaut mieux varier les approches, mêler un peu les éléments visuels, auditifs et kinesthésiques dans un cadre éducatif. Passons maintenant à des idées reçues qui circulent sur les types d'intelligence, des concepts qui sont plus proches de la psychologie. Je pense au concept des intelligences multiples comme l'intelligence musicale, linguistique ou logico-mathématique. C'est très populaire, ça aussi, en éducation. D'où ça vient? Donc, c'est le psychologue américain Howard Gardner, en 1983, qui a émis cette hypothèse-là. Il était très critique de l'idée d'une intelligence unique et générale. Et selon lui, le système scolaire valorisait vraiment beaucoup trop les habiletés linguistiques et logico-mathématiques. Donc, son approche va être reçue avec vraiment beaucoup d'enthousiasme par les enseignants. Et qu'est-ce qu'il proposait exactement, lui? Gardner a choisi 8 critères plus ou moins flexibles pour identifier 7 intelligences. Donc, linguistique, musicale, logico-mathématique, kinesthésique, interpersonnelle et d'autres qu'on est un peu moins familier, comme spatial, qui est les habiletés associées au tout ce qui est la configuration dans l'espace, comme reconnaître les formes, les possibilités de les modifier, mais sans avoir un support concret. Ah oui, OK. Ou l'intelligence intrapersonnelle, qui est la capacité d'introspection, d'auto-analyse, d'avoir une image de soi-même là, qui est fidèle et précise. Et puis, en 1997, il va même en ajouter une 8e, qui est l'intelligence naturaliste. C'est-à-dire? Donc, les habiletés à reconnaître et à classer les différentes espèces de la faune et de la flore. Oh mon Dieu! Donc, on dirait que les enfants d'aujourd'hui seraient très mauvais avec ça. Et donc, selon lui, toutes ces intelligences-là, ce sont soit des traits génétiques innés, donc on est né comme ça, ou des habiletés qu'on peut développer à travers là, nos expériences de vie. Donc, tout le monde possède toutes ces intelligences-là, mais à des niveaux variables. Mm-hmm. Et l'élément très important, c'est que selon lui, chaque intelligence est indépendante des autres intelligences. Et sa théorie, justement, elle a reçu beaucoup de critiques. Oui, surtout pour sa définition de l'intelligence qui n'est pas très précise. Là. Les critiques vont dire qu'on devrait peut-être plutôt parler de faculté ou de talent plutôt que d'intelligence. Mm-hmm. Et puis surtout, c'est qu'elle n'est pas soutenue par la recherche. Par exemple, il y a des chercheurs ontariens qui ont recruté 200 participants pour tester cette fameuse théorie. Et donc, les gens devaient passer là, une batterie de tests parce que chaque test permettait d'évaluer une intelligence en particulier. Et ce qu'ils ont eu comme résultat, c'est que le fait de réussir certains tests, ça permettait de prédire les résultats des autres tests. Donc, par exemple, une personne qui réussissait bien les tâches d'intelligence naturaliste avait aussi des bons résultats pour l'intelligence linguistique, spatiale ou logico-mathématique. Donc, ça semble pas du tout être indépendant des fameuses intelligences-là. Et donc, pour en savoir plus, les chercheurs ont aussi mesuré ce qu'on appelle en psychologie l'intelligence générale. Donc, l'intelligence générale, c'est ce qui permet de prédire les performances intellectuelles et ça reflète l'efficacité globale du cerveau. On pense en fait que ça correspond probablement à la mémoire de travail du cerveau. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y avait vraiment un lien entre cette mesure-là de l'intelligence générale
et presque toutes les autres intelligences, à l'exception des intelligences qui sont vraiment moins cognitives, là, on pourrait dire, comme l'intelligence kinesthésique, musicale ou intrapersonnelle. Donc, ces résultats-là, ça confirme plutôt l'existence d'une intelligence générale que des intelligences multiples elles-mêmes. Et donc, on peut parler là aussi d'un neuromythe. Oui, mais c'est sûr qu'il faut spécifier qu'en 1980, quand cette théorie-là elle a été élaborée, on ignorait encore beaucoup de choses sur le cerveau. Donc, c'était légitime de proposer quelque chose comme ça, mais plus maintenant, on sait vraiment que le cerveau n'est pas structuré en petits modules de cette façon-là oui. et qu'aucune étude ne soutient les intelligences multiples, surtout l'utilité là, de cette approche-là en classe. Les études qui existent sont de mauvaise qualité. Donc, la théorie des intelligences multiples, ça a le bénéfice de reconnaître les talents des enfants, mais c'est plus une opinion que de la science. Et est-ce qu'on devrait s'inquiéter du fait que cette théorie, elle est encore populaire chez les enseignants? Bien, ce qui est inquiétant, c'est de voir que le domaine de l'éducation, ça continue de perpétuer beaucoup de neuromythes. C'est sûr que c'est pas toujours négatif. Par exemple, valoriser la diversité cognitive ou les différents types d'enseignement, bien, ça peut avoir des impacts positifs. Ça peut aider certains élèves à être plus motivés, à travailler sur leurs points forts. Mais ça a aussi des conséquences qui peuvent être dommageables. Par exemple, la théorie des intelligences multiples, bien, ça peut mener à une forme d'étiquetage des élèves. Donc, par exemple, si on dit à un élève, bien, toi, tu as une intelligence musicale, peut-être que ça va limiter sa perception de ses capacités dans d'autres domaines. Et puis, ça peut aussi mener à négliger l'enseignement des compétences de base comme la lecture, l'écriture ou les mathématiques sous prétexte que certains élèves sont plus doués dans d'autres domaines. Donc, globalement, bien, ça peut nuire à leur développement et à leur succès dans leur vie future. Mm-hmm. Et donc, on peut se dire que la théorie des intelligences multiples est séduisante, mais qu'elle manque de fondement empirique solide et que ça peut aussi avoir des conséquences dans son application, même si, quand même, comme tu l'as souligné, il y a certains bénéfices à ça. Exactement. Merci, Kathleen, d'avoir été avec nous. C'est très intéressant de déboulonner ces différents neuromythes et une belle occasion aussi, je trouve, d'en savoir plus sur notre cerveau. Bien, ça m'a fait plaisir. Puis, on a une très belle série d'articles sur le sujet. Donc, pour ceux qui aimeraient fouiller un peu plus ces neuromythes. Oui, je mettrai les liens de tes articles là, dans les notes du balado. Alors, merci à vous d'avoir été à l'écoute. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et parlez-en à vos amis. Le détecteur de rumeurs est une production de Science Presse soutenue par le scientifique en chef et les fonds de recherche du Québec. Journaliste à la recherche et à la vérification des faits, Kathleen Couillard. À la réalisation, Claudie Fortier-Saint-Pierre. Au mixage sonore, Jonathan Doyon. À la production et à l'animation, moi-même, Ève Baudin. On se retrouve au prochain épisode.